découvrir des œuvres tout à fait extraordinaires, très étonnantes sur la relation de l'homme avec la nature et avec l'eau, qui est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement. Et puis vous êtes aussi sculpteur. Donc tous les modes d'expression vous intéressent. Et donc je suis ravie que vous soyez parmi nous. On a une très belle exposition il y a 2 ans, si je me souviens Ouais, bien. Ce qui est fabuleux dans ces images et dans ce travail, c'est ce lien, cette interaction permanente entre l'homme et la nature. J'espère qu'on verra celle auquel je songe, même si vous allez vous concentrer sur l'eau. Donc ouais. Fabien, merci d'être parmi nous et j'ai hâte de vous entendre. Déjà, merci. Merci de m'avoir convié ici pour parler de l'eau, parler de mon travail. Je suis vraiment heureux de revenir dans ce lieu qui est magique pour les artistes, et notamment les artistes qui parlent de nature. On est un peu ici à la Mecque des artistes, quoi. Mon travail, c'est essentiellement donc l'histoire de ce petit bonhomme-là, que j'ai commencé à mettre en scène lors d'un voyage en Chine, où je me suis retrouvé un peu face à moi-même et disons, j'ai cherché le moyen de mettre en scène les émotions, les sensations que je pouvais avoir. Et je me suis rendu compte que le corps pouvait être une sorte de véhicule de la pensée. Non pas le corps comme cette idée de vouloir absolument créer un monument de soi, c'est pas du tout ça. C'est l'idée de se dire qu'est-ce qu'on est dans ce monde dans lequel on était, et notamment en Chine où j'étais. La peur du vide dans la peinture chinoise, ça n'existe pas. Je faisais des images très denses où je composais dans le papier, ça occupait absolument tout l'espace. Et au fur et à mesure des recherches que j'ai pu faire là-bas, je me suis rendu compte que le rapport au paysage n'était pas le même que celui qu'on pouvait éventuellement avoir ici, et que eux mettaient en scène justement cette petitesse de l'homme vis-à-vis de quelque chose qui est plus grand et qui l'englobe. Et j'ai toujours eu un rapport à la nature assez viscéral. Et donc en 2008, 2008-2009, j'arrive à Tours. Pour moi, c'est un bouleversement total. Je viens de banlieue parisienne et Tours, ça peut paraître pas grand-chose, mais pour moi, c'est vraiment, les essences d'arbres sont pas les mêmes, le fleuve. Voilà, j'ai grandi à côté d'une forêt, mais qui était vraiment qu'on a laissé grandir au milieu des immeubles. Enfin, c'était vraiment pas grand-chose, quoi. C'était un lieu qui était une sorte de parenthèse comme ça, qui a sûrement fait cet attrait que j'ai pour l'arbre. Et l'arbre, disons que c'est le point de départ de tout. C'est le point de départ de cette envie de dessiner, de cette envie de se mesurer à cet Everest de complexité qui est l'arbre. Avec ce sentiment de jamais véritablement en finir, parce qu'on n'y arrive jamais vraiment. Ouais, c'est sans fin. Et ce dessin représente une des îles qu'il y a sur la Loire. Et ce qui m'a fasciné, c'est le fait qu'elle n'est jamais la même. J'avais venant donc de banlieue parisienne, dans un milieu assez minéral, le sentiment que les choses étaient un peu immuables, même si je voyais des bâtiments se construire. La nature, pour moi, c'était un peu la même, où je la voyais, je la percevais pas en tout cas. Et là, choc total, tous les jours, le fleuve change la topographie de ces îles. Et je me suis posé la question de savoir si moi j'y voyais une sorte de parallèle entre ce que je vivais et la grandeur de l'île. En été, ces îles sont gigantesques, parce qu'il y a moins d'eau dans la Loire. Et donc, pour moi, c'est un domaine des possibles, comme si on pouvait avoir un royaume gigantesque, quoi. Le fait qu'on prenne possession de cette île nous appartient. Si on est le roi de cette île, elle est gigantesque. Et en hiver, notamment cette île-ci, il reste plus que le haut de l'arbre, quoi. Il y a plus rien, l'île n'existe plus, il y a juste ce petit élément-là. Et donc, ce que j'ai essayé de raconter,
j'ai commencé à documenter, à dessiner ces îles qui me fascinaient et à essayer de raconter un petit peu ce parallèle qu'il pouvait y avoir entre ce que je vivais, les émotions que je pouvais ressentir, c'est-à-dire cet été où de tous les possibles et cet hiver où les flots me submergent et où j'ai le sentiment que les choses deviennent un peu plus compliquées. Donc j'ai commencé à investir ces îles, à y aller vraiment et à commencer quelque chose que je ne faisais pas auparavant, c'est-à-dire à me mettre réellement en scène dans le paysage. Avant, je faisais des copier-coller. Mes dessins, c'était, je me mettais en scène, bien chaudement chez moi, en me photographiant, et j'avais un paysage, et je faisais ce copier-coller-là à partir de cette photo que j'avais prise de moi, et de ce paysage, ou d'une photo autre, et je faisais, voilà, se rencontrer ces deux choses-là. Et en fait, ces dessins sont devenus des expériences vécues. J'ai vraiment traversé la Loire, j'ai vraiment été sur ce bout d'île et je me suis mis sur cette branche-là, voilà, avec ma femme qui a la gentillesse de m'avoir pris en photo à ce moment-là, qui se sentait un peu ridicule. Voilà. L'eau, dans mon travail, en fait, elle apparaît par son absence. Pourquoi j'essaye de détailler autant les choses c'est pas parce que j'ai envie de tout raconter. C'est parce que j'ai envie que ce que je raconte laisse la place à l'autre de s'y projeter. Si moi, je dessine pas l'eau, peut-être que votre cerveau, lui, va le faire et il fera beaucoup mieux que tout ce que je pourrais faire, tout ce que je pourrais dessiner. Je peux dessiner de la manière la plus parfaite que je peux, ce sera jamais à la mesure de ce que vous allez construire avec votre cerveau. Et donc, toujours ces îles et cette absence d'eau. Donc de la Loire, j'ai continué le long du fleuve et je suis arrivé sur une île qui est l'île d'Oléron. Là, c'est pas l'île d'Oléron, mais je crois qu'on y arrive. Et j'ai commencé, en fait, je me suis retrouvé à la pointe de l'île, qui s'appelle la pointe de Gatso. Et c'est toujours la même chose. Tout a commencé avec un arbre. J'ai découvert, donc à la pointe de Gatso, ces arbres qui sont totalement, donc qui sont morts en fait, et qui ont été brûlés par les embruns. Et au début, c'était un jeu. C'était juste cette idée de monter à l'arbre, d'essayer d'aller plus haut, d'essayer de comprendre, de faire cette métaphore de cette idée qu'on a toujours envie de monter plus haut et puis qu'on n'y arrive pas vraiment. Et puis surtout, plus on va haut, plus ça se rétrécit et plus voilà, il y a plus grand chose à raconter, quoi. Donc c'était ça. Et de ces arbres-là, j'ai commencé à essayer de mimer la nature. Le corps comme une sorte d'élément en miroir de cette nature dans laquelle on était. Et en fait, ce qui est important pour moi vraiment dans ce projet, c'est pas ce que j'ai compris tout de suite. J'ai mis 8 ans avant de le comprendre. C'est de comprendre que ce process, ma manière de fonctionner, c'est pas celle qu'ont peut-être d'autres artistes et qui le font très bien, de comprendre tous les enjeux tout de suite. Moi, je vois un élément, je tire le fil de cet élément, je vais sur un autre élément, et ainsi de suite, et ça me prend 8 ans. Voilà. Et ce que ça raconte au bout, ça raconte aussi, non pas, c'est pas une démonstration, je suis pas en train de dire, et je crois qu'on a utilisé le terme de juge, c'est pas du tout ce que j'essaye de faire, j'essaye pas de juger, de dire voilà, il faut voir les choses de cette façon-là. J'essaye de dire à travers cette expérience le temps qu'il faut pour comprendre la situation d'un territoire dans lequel on est pourtant pendant 8 ans. J'ai mis beaucoup de temps. Donc le point de départ, c'est cet arbre-là. Donc là, c'est tous ces éléments du paysage. En fait, je vous montrerai par la suite les photos qui ont servi de matériaux pour faire ces dessins. J'extrais tout. Je choisis un élément, je l'extrais de son décor, dans le but de raconter quelque chose de cet humain qui essaye de tenir tant bien le plus possible et qui chute. Et petit à petit, de ces arbres morts, j'ai compris qu'il y avait d'autres végétaux qui, eux, n'étaient pas des arbres morts, mais qui peut-être pouvaient interagir, qui pouvaient réagir avec ce personnage-là.
c'est toujours dans cette idée du mimétisme, en fait. Euh, je pense qu'il y a aussi cette envie d'être disons, un élément vertueux du paysage. L'homme, le sentiment que j'en ai, c'est que l'arbre, ses déchets, ce qu'il rejette nous permet de vivre, nous permet d'exister. L'homme, ses rejets, aujourd'hui, c'est ce qui nous empêche de continuer à exister. Donc, cette idée d'essayer de faire corps avec l'arbre, ou alors d'être l'arbre, c'est peut-être cette envie aussi d'essayer de copier cet organisme et de devenir quelque chose de plus vertueux. Et donc, il y a toujours ce jeu. Au début, c'était vraiment un jeu. Il n'y avait rien d'autre que vraiment de faire corps avec la nature et de jouer avec cette nature. Et j'ai découvert donc à la pointe de Gatso, donc à la pointe de l'île d'Oléron, une foule de cabanes faites avec ces troncs. Donc cette cabane, je ne l'ai pas créée. Ces cabanes-là, elles existent. Et j'ai commencé à me mettre en scène et à mettre en scène ma famille dedans. À un âge où je crée mon nid, ça me paraissait une métaphore assez juste de ce qu'on était en train de vivre, essayer avec des éléments de briques et de broc de se construire un habitat, de construire quelque chose. Et je ne me suis pas posé la question de savoir pourquoi il y avait tant de cabanes, pourquoi il y en avait tant sur ce petit coin d'île. Tous ces arbres, ces bois flottés en fait. Mais c'était un jeu, c'était hyper attrayant. Il y avait cette idée de la cabane qui tout de suite donne envie de l'investir, donne envie de raconter quelque chose. Donc j'étais peut-être dans l'idée du foyer. Cette idée aussi d'une mythologie personnelle qu'on se construit. Dans mon travail, les oiseaux sont aussi très présents. Pas n'importe quel oiseau, je pourrais vous raconter pour chaque oiseau ce qu'il représente pour moi. On se crée une sorte de mythologie à travers l'animal aussi. Et de cette capacité qu'on a à se créer des histoires. Je pense aussi beaucoup à tous ces ermites. C'était aussi ça l'idée. Je pensais à tous ces gens qui vivaient seuls et qui décidaient de faire vœu de se séparer de tout ce qui nous paraît trop ou superficiel. Donc j'étais dans cette idée-là. Donc, toujours cet oiseau et ces constructions qu'en fait j'ai pas inventées, qui existent, que j'ai reprises trait pour trait, et de cette multitude de cabanes qu'il peut y avoir un peu partout dans cet espace-là. En fait, l'envie qui existe de détailler tout ça, de raconter tout ça, si le point de départ c'est le jeu, donc c'est vraiment ça, et cette envie d'aller toujours plus loin dans le détail, d'essayer de se rapprocher le plus possible de cet élément existant qui me paraissait totalement fantasmagorique, il y a deux choses. Il y a le moment vécu, qui est le moment où je prends la photo, parce que ces œuvres-là, en fait, elles sont issues d'un moment qui est celui où je prends la photo. Au départ, j'avais mon retardateur que je mettais sur l'appareil photo et je courais. Ça rendait les possibilités très restreintes, parce qu'entre le moment où j'activais l'appareil photo et le moment où j'allais me mettre en scène dans le décor, j'avais 9 secondes. Donc c'est rien. Donc il y a énormément de photos qui sont des échecs. Ce qui me plaît beaucoup, c'était le burlesque de la situation. Je fais beaucoup référence dans mon travail à Charlie Chaplin, au cinéma muet, et à cette idée de, c'est moi et c'est pas moi, c'est un personnage. Dès que je revais ce pyjama-là, en fait, je raconte des histoires et j'essaye de raconter une histoire qui est plus universelle que celle qui est mon histoire. Et donc il y a ce temps de la photo. Et j'ai découvert, après la collecte de toutes ces images, l'artiste, il se retrouve seul dans son atelier pendant des mois et des mois. Ce que j'avais vécu pendant des années auparavant. Mais cette expérience-là a changé mon rapport, en fait, journalier au travail, qui est un travail éreintant. Le travail de dessiner et d'y rester 8 heures par jour, c'est quelque chose
très compliqué. Mais le fait d'avoir vécu ce moment-là que je suis en train de dessiner me faisait ressentir ce que j'avais vécu à ce moment-là, le soleil sur ma peau, la sensation en fait aussi de plénitude, le fait d'être dans cet environnement-là qui est un environnement fait de sable, de bois, de ciel, de mer, d'eau. Donc c'était pour moi en fait le moyen de supporter la rigueur du travail. Je pense que c'est devenu au fur et à mesure ça. Et toujours cette idée de mettre en scène cette envie de se créer une maison. Et j'en viens à la réalité en fait de cet espace-là. Ces bois flottés sont issus d'une forêt qui a juste derrière la plage. Cette forêt, et je l'ai compris au fur et à mesure des années où j'y étais, mais j'ai mis, je sais pas, 5 ans avant vraiment de le comprendre, tous ces bois flottés qui sont en masse ne sont pas des bois flottés qui arrivent depuis la mer. C'est la forêt qui tombe parce que brûlée par les embruns, parce que la mer petit à petit grignote la forêt qui a été mise ici un siècle plus tôt, justement pour gagner du terrain sur la mer. En le comprenant, je me suis rendu compte que tous ces humains qui allaient sur cette plage-là, la première chose qu'ils faisaient avec ce bois flotté, c'était de reconstruire des habitats. Et je trouvais que c'était une métaphore assez belle de ce qu'on est tous en train de vivre. On en parle depuis tout à l'heure, c'est de cette idée de comment on va faire, comment on va procéder. Et de cette précarité, en fait, qu'ont toutes nos solutions et toutes celles qu'on essaye de mettre en œuvre. Il n'y a pas de solution magique. Et ce que je ressentais à travers toutes ces maisons-là, c'est vraiment la précarité de notre situation. Et à la fois cette envie de construire quand même quelque chose. Pour tout vous dire, c'est une langue de sable que j'ai documentée depuis maintenant 8 ans, qui petit à petit s'amenuise, mais vraiment de manière drastique. La forêt disparaît, la pointe de l'île, en fait, la mer coupe l'île, cette pointe se détache et j'en ai parlé aux gens de l'ONF qui disent on ne peut rien faire. Et puis l'idée, c'est que cette île, la pointe de l'île, va être submergée. En soi, c'est un tout petit territoire. On n'est pas en train de parler d'un lieu gigantesque avec une portée symbolique énorme. Mais tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de documenter quelque chose qui était en train de disparaître. Tous ces dessins qu'on a vus jusqu'à maintenant, tous ces arbres n'existent plus. Tous ces mètres carrés où mon personnage se pose sont déjà sous l'eau. Donc, ça a changé mon optique. Et je suis en train de jouer sur la plage, de petit à petit faire une sorte de vanité. À la fois, il y a cette idée du corps qu'on projette, le sien, et à la fois cette idée, en fait, d'un monde qui disparaît, qui est voué à son... Et le fait d'y retourner et que ce geste, en fait, change, passe du jeu à la sensation qu'en fait, tout ce que je regarde autour de moi est voué à disparaître, disons, déjà décupler mon envie de continuer à dessiner ce lieu et à changer mon regard. C'est-à-dire qu'en conscience, je me suis dit, je suis en train de dessiner ça et ce que je dessine, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, tout ça aura disparu. Et ça raconte un peu de cette vanité qu'on a de se dire, voilà, je suis en train de construire ce petit nid que vous voyez, ces petites cabanes que j'essaye de faire. J'essaye de les tenir du mieux que je peux, comme je peux. J'essaye de faire corps avec elles. Mais donc ça, c'est un des travaux assez récents que je présentais à Hong Kong au mois de mai. La mer, en fait, elle commence à apparaître vraiment. C'est-à-dire que la matérialisation des choses, elle se fait. Je viens choper dans le paysage juste un élément qui m'intéresse. Je me suis rendu compte qu'il ne fallait plus faire ça, qu'il fallait tout documenter. Et que si je voulais être raccord avec mon propos, maintenant, il fallait montrer l'eau qui monte, la mer qui allait petit à petit se matérialiser. Le point de départ de tout ça, il faut que je sois honnête avec vous, c'est qu'un dessinateur, il ne sait pas tout faire. Et moi, je ne savais pas dessiner l'eau. Donc, j'avais trouvé un moyen plastique, disons, une manière de l'éviter, de ne pas le faire. Et là, en fait, petit à petit, avec le temps, on apprend et on
commence à comprendre qu'on est capable, avec l'observation, de petit à petit faire les choses qu'on n'arrivait pas à faire auparavant. Donc ma famille est aussi, en fait, quand on y va, consciente, et mes enfants ont grandi depuis. Et eux-mêmes, quand on arrive dans le lieu qui s'est métamorphosé, se rendent compte de ce qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire de cette disparition du lieu où ils ont été quand même assez heureux, quoi. Certaines fois, ils ont même été à l'initiative de certains dessins, en disant, parce que vous allez voir par la suite, donc on n'est plus à ces bois flottés qui tombent qu'on trouve, on en est aux vestiges des arbres toujours debout, qu'on va voir. Donc là, c'est ma femme qui a la gentillesse de poser et qui me pose pas trop de questions pour l'instant. Je pense qu'à un moment donné, elle va en avoir marre. Bah, elle m'en pose, hein, mais sur ça, elle me dit, ok, tu veux faire ça. Et sur cette plage, il y a autre chose. Il y a ces bunkers. En fait, ce que j'ai compris en discutant avec les gens d'Oléron, c'est que donc là, c'était il y a quelques années, ce bunker n'existe plus. Et là, on est en train de rejoindre en fait la grande histoire. On n'est plus juste sur la petite histoire, on est sur des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Ces vestiges-là, les enfants d'Oléron les ont connus dans la forêt. Ils étaient au milieu de la forêt. Ils jouaient, quand ils étaient petits, à la guerre, dans ces bunkers-là, dans la forêt. Quand j'y suis allé, là, je crois que cette photo, enfin ce dessin, la photo, je l'ai prise en 2019. Ce bunker, il est dans la mer, quoi. Il est plus là. Quand j'y étais, il était sur la plage, il était déjà plus dans la forêt. Mais donc c'est comment dire, ces métamorphoses et c'est petit à petit, la mer, elle broie tout ça. Ça devient quelque chose qui devient quasi informel. Ça, c'est un des dessins récents où l'eau, elle commence à apparaître effectivement, une petite flaque, voilà, mais petit à petit, en fait, et je prévois, au fur et à mesure de ce travail de documentation du lieu, que la mer prenne tout l'espace, que l'eau devienne en fait l'élément principal de mes recherches. Donc il n'y a plus que des, comment dire, des sortes de moignons de bunkers, des éléments qui sortent par moment et qui sortent de moins en moins, qui disparaissent. Et je trouve que ça raconte assez bien en fait aussi, pour avoir été entouré. La Seconde Guerre mondiale, en tout cas dans ma famille, a été assez, on va dire, impactante, comme dans beaucoup de familles. Mais pour avoir eu un père qui a grandi à côté de Verdun et une mère à Monte Cassino, ces deux grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, je ne pouvais pas faire, disons, abstraction. Et ce qu'on a tous vécu, c'est le fait de voir des gens qui avaient vécu cette guerre disparaître, et avec eux, une partie de leur mémoire. Et quand je dessine ça, j'ai en mémoire tout ça. Même si on est très loin de ce lieu, même si on est très loin de cette mémoire-là, en fait, j'y pense. Bien sûr, là, tout ce que je vous dis, c'est mettre des mots sur mes dessins. Et j'aimerais que vous preniez conscience que c'est pas forcément quelque chose que je fais tout le temps, et que ma vision des choses n'est pas forcément la bonne. J'ai pas envie que vous vous disiez que la seule chose à penser ou la seule chose à imaginer de ces images, c'est ce que moi je suis en train de vous en dire. Et j'en viens aux souches. Donc, ça, c'est ce qu'on voit maintenant sur la plage. Donc, il y a ces arbres, et l'année précédente, il faut que vous imaginiez que le sable et l'arbre étaient entiers. C'est-à-dire que le sable, il allait juste en haut du tronc, et que l'arbre était entier. Donc, les gens de l'ONF, quand ils voient ça, plutôt que de déraciner la souche parce que c'est compliqué, ils laissent faire la mer et ils coupent l'arbre. Ils enlèvent l'arbre au-dessus. Et donc on se retrouve avec, pour moi, des éléments dansants. Je vous dis, c'est la sensation que j'en ai eue quand je les ai vus. Et j'y suis encore retourné il y a moins d'un mois. Ça devient en fait des endroits où il n'y était pas. En fait, ce sont tous ces arbres qui étaient en front de mer qui deviennent en fait ces sortes de... pour moi, c'est assez. Il
y a quelque chose de très anthropomorphique et à la fois, il y a quelque chose de très touchant. Vous allez voir, en fait, j'ai mis ensuite les photos, certaines photos, et donc on vient projeter quelque chose qui est de l'ordre du désastre, parce qu'on arrive dans une forêt où tous les arbres sont coupés et où il ne reste que ça, quoi. Ça, notamment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais pas prévu de faire ce dessin. On se balade avec ma fille et ma fille voit ça et elle monte dessus. Elle me dit, papa, tu prends une photo, ça c'est un dessin. Et elle me dit, tu vois, et elle me raconte en fait la sensation que elle a. Donc quand je suis en train enfin, ce qui est assez, comment dire, surprenant pour moi, c'est la conscience que elle en a. Elle a eu assez rapidement la conscience parce que la démonstration de cette histoire, de cette souche que je suis en train de vous raconter, elle n'a pas mis 5 ans avant de le comprendre. Elle l'a compris assez facilement. Quand on s'est retrouvé dans les lieux, elle m'a dit « Mais attends, ça veut dire que ça, il est en train de passer ça ». Mais le fait est qu'elle l'a compris et qu'elle a dit « Vas-y, je veux que tu fasses cette image ». Ce qui m'intéressait dans l'idée de faire ce dessin-là et de montrer en fait une sorte de rideau d'arbres, c'est que juste derrière, il y a donc la mer et que donc moi ça c'est accessible que pour moi parce que évidemment là on voit que des arbres avec quelqu'un qui est juste derrière. Ces arbres ils sont très frêles, c'est-à-dire que ne poussent qu'à ces endroits plus que des arbres très frêles qui sont comme une sorte de rideau face à la mer, mais qui sont c'est vraiment peu de choses quoi. C'est vraiment un rideau quoi. C'est un rideau d'arbres qui sont voués à disparaître et à la fois je trouve qu'ils sont magnifiques. Enfin moi je vais avoir beaucoup d'empathie pour ces arbres-là, de la même façon que je peux avoir beaucoup d'empathie pour ces arbres qu'on plante dans les je sais pas si vous voyez quand il y a un parking euh, entre les places où on sent qu'il y a juste ces petits arbres-là qui sont voués à on ne sait pas quoi et qu'est-ce qu'ils font là. C'est un peu la sensation que ça me donne, c'est-à-dire que bon, ils sont là, plus pour très longtemps, et bon, voilà, j'ai développé une forme d'empathie. Ce que ce dessin en fait décrit, donc ça c'est pour l'expo de Hong Kong aussi, c'est un dessin récent. Je trouve que ça matérialise très bien ce qui est en train de se passer. Tout le décor, donc il y a cette forêt là. Il y a la mer qui est juste à droite et qu'on ne voit pas. Et en fait, tout ce paysage est grignoté petit à petit. Tout ce qu'on voit, en fait, donc on voit les racines des arbres qui petit à petit, tout ça, ça recule. Et tout ça disparaît. Donc il y a une sorte de trouée qui se fait dans cette forêt. Et petit à petit, la forêt est isolée, devient une toute petite île qui elle-même disparaît. Ce dessin, pour moi, il raconte cet effacement. Le blanc du papier, il a cette vertu-là de raconter très bien à la fois le néant et pas tout à fait. Je me souviens d'un garçon, j'étais intervenu dans un atelier et je leur avais demandé à chacun de dessiner. Et bon, il m'avait fait cette réponse que je pense qu'il y en a beaucoup ont fait, et il n'avait pas envie de dessiner. Et sa feuille était blanche, quoi. Et il m'avait dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu n'as rien fait. Et il me dit, ben non, en fait, ce que je veux représenter, c'est le vide. Et je lui ai dit, non, ça, c'est une feuille de papier. Le vide, pour moi, c'est pour ça que je reviens à la vision que j'essayais de vous décrire auparavant. Le vide, c'est parfois mettre un élément, et l'élément qu'on met permet de mettre en scène ce vide, permet de mettre en scène et de vous projeter ce que vous avez envie d'y mettre. Et là, on en vient aux photos. Et en fait, les photos, c'est pour vous, comment dire, c'est pas quelque chose que je montre. Comment comment dire, ces séances photos se passent. J'y vais très tôt le matin avec mon pyjama. Donc il arrive que certains badauds voient passer un gars en pyjama sur la plage. Et donc maintenant, j'ai autre chose que le retardateur sur mon appareil photo. J'ai une petite télécommande qui me permet d'obtenir des photos que je ne pouvais pas obtenir avant. Et ce sont des performances, en fait. C'est une performance dans la nature. C'est une performance que je vous montre aujourd'hui, mais qui n'est pas censée être vue. Mais c'est
la question de se dire, voilà, en face de moi, j'ai un paysage gigantesque et grandiose. Comment je peux, comme si j'étais sur la scène d'un théâtre, quel élément je peux choisir? Comment je peux essayer de trouver le moyen, une idée, quelque chose qui sera, que je pourrais ensuite raconter. Et donc, ça devient assez vertigineux. Et c'est assez fou de pouvoir faire ça. Assez fou au sens vraiment brut du terme, parce qu'on peut passer pour un fou en pyjama sur la plage à 6 heures du matin, en train de grimper sur un arbre, en train de danser avec une souche. Mais en fait, en fait, il y a une sorte de liberté qui nourrit totalement ensuite le travail de moi et de moi qui peut se faire dans l'atelier. Par exemple, l'expo que je suis en train de faire pour Hong Kong, ça fait des mois que j'ai pas vu la lumière, quoi. Parce que je suis en train de dessiner à partir de tout ce matériau photographique. Et ce lien que je peux avoir avec la nature, il est totalement coupé. Parce qu'en fait, la masse de travail est telle que le travail est tel et que je dois rester dans mon atelier. Donc c'est, disons, un juste milieu, une bouffée d'air pur qui, moi, me permet, une sorte de carburant, qui me permet de pouvoir continuer à créer et d'avoir comment dire, la vie qui vient s'écouler dans mon travail et plus seulement une sorte juste une émanation d'un raisonnement. Ce qui devient très mortifère, c'est quand en fait on est seul avec soi-même et seul avec son raisonnement et plus en fait ses sensations et ses émotions. Quand on est dans l'atelier et qu'on y travaille pendant des heures en voyant que la boulangère et ses enfants, parce que c'est ça pendant des semaines et des semaines, bah, je vais chercher le pain, je vais faire mes courses, mais c'est tout, quoi. En fait, le risque, c'est celui d'être coupé de son corps à un moment donné, de ses sensations. Et en fait, ce moyen-là que j'ai trouvé, c'est le moyen de faire rentrer, d'irriguer en fait mon travail. Alors l'eau, vous la voyez là, maintenant, avec la mer. Et mon ambition, c'est que petit à petit, dans mon travail, elle vienne s'immiscer de manière plus importante. Et que ce que vous voyez risque d'être, comment dire, alors très différent de ces photos, mais risque d'être peut-être plus, comment dire, on va comprendre beaucoup plus cette idée que la mer est présente. Parce que dans mes dessins, en fait, on la voit peu, elle existe peu. Vous la voyez parce que je vous l'ai raconté. Si vous voyez mon expo à Hong Kong, en fait, si je ne vous raconte pas ça, la mer, elle n'est pas là. Donc, en fait, il faut imaginer ça à perte de vue, quoi. Et l'année précédente, il y avait donc ces arbres dressés, la plage beaucoup plus loin. Alors dans mon travail aussi, je les ai pas mis, mais il y a énormément de dessins où je fais comme si je tombais. Parce que ce que j'essaye de raconter à travers ça, c'est comme l'idée d'un entre-deux. Quelque chose qui n'est pas tout à fait disparu, quelque chose qui n'est pas tout à fait vivant, quelque chose qui est entre deux. Je suis aussi sculpteur, et en sculpture, on a tendance à faire soit l'un, soit l'autre, soit le gisant, soit quelque chose qui a été érigé. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cet entre-deux. Donc alors, bon, forcément, la photo, ça permet de faire ça, Et puis le sable aussi, c'est bien. Et donc il y a ces photos-là, qui sont des photos où j'arrive à faire ce que je veux, c'est-à-dire ça suspendre et être dans cet entre-deux-là. Et bien sûr, il y a une tonne de photos. Alors, oui, grâce à la petite télécommande, je peux monter dans les arbres un peu plus haut. Mais il y a ça. C'est-à-dire que beaucoup de mes photos, il faut vous dire, c'est ça, c'est mon personnage qui est sur le sol, qui est tombé. J'utiliserai ça à terme, toutes ces chutes. Toutes chutes dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, ça ne sont que des chutes d'images parce que ce que je recherche, c'est cet entre-deux. Mais évidemment qu'en fait, ces chutes-là vont me servir plus tard, peut-être une fois que justement que le paysage n'existera plus. Et à la fois, moi, je vais vieillir, donc ce corps-là n'existera plus non plus. Donc je ne sais pas quelle va être la temporalité, mais ça m'intéresse aussi beaucoup, cette idée d'un corps qui vieillit aussi vraiment comme une sorte d'expérience, quoi, de voir, je le fais sur moi-même, de le voir
et c'est déjà le cas depuis le début de mes dessins où j'ai commencé à me dessiner, je vois ce corps qui bouge et qui vieillit. Et c'est aussi l'ambition, c'est de voir cette évolution de la même façon que j'essaie de décrire l'évolution de ce paysage-là. Donc là, il y a ces bunkers. Donc ça, ce bunker, il n'existe plus. Et voilà à peu près pour toutes les images que j'avais à vous montrer. Et cette arme non plus n'existe plus, pour tout vous dire. Il n'y a que moi qui existe encore. Et plus pour très longtemps. Plus pour très longtemps. Ce que je trouve intéressant à travers cette expérience-là, c'est le temps qu'il m'a fallu, en fait, pour réaliser que vraiment la mer montait. Et je pense qu'en fait, on en est tous là. C'est-à-dire qu'on a beau nous dire à tous que c'est en train d'arriver, que c'est maintenant, que ci, que ça. J'ai fait cette expérience de le vivre vraiment, de voir des éléments qui étaient pour le moins palpables, existants, et de ne pas m'en rendre compte. De m'en rendre compte après des années. Alors maintenant, en conscience, je fais ce travail-là, mais je pense que si je n'y avais été que 2 ou 3 ans, j'aurais pas perçu ça, j'aurais pas réussi à vous le dire. Donc, ce que j'en conclus, c'est que c'est extrêmement difficile de percevoir ça. On peut le savoir, on peut le connaître, mais le ressentir et le sentir comme une urgence et se dire qu'en fait, c'est vrai, que ça existe, c'est très compliqué. En tout cas, il y a un truc dans le cerveau qui ne se fait pas. Parce qu'on se dit, oui, bon, bah, c'est un paysage qui est amené à être modulé, à changer. Mais en vrai, c'est plus que ça. Voilà à peu près pour ce que j'avais à dire sur cette dimension de l'eau. Si vous avez des choses à dire. Donc il devient urgent pour vous d'apprendre à savoir dessiner l'eau. Ouais. Donc en fait, c'est un vrai sujet, l'eau, à dessiner. Depuis tout le temps, hein, depuis la Renaissance, on peut penser à ce qu'a fait Léonard de Vinci et sa manière d'essayer de comprendre comment fonctionnaient les fluides. En fait, il faut décomposer l'image, il faut essayer de comprendre comment... en fait, faut oublier que c'est de l'eau pour la peindre. Sinon, c'est pas possible. Si on est en train de se dire que ce qu'on est en train de faire, ce sont les flots, c'est la mer avec cette complexité-là, eh ben, on n'y arrive plus. Il faut penser abstraction. Il faut s'imaginer que c'est quelque chose d'abstrait, que ce sont des tâches, et en fait, à partir de ce moment-là, les choses se passent bien. Il y a cette conversation qu'on a eue tout à l'heure, où effectivement, dessiner, c'est parfois oublier qu'on existe. Quand on est dans le geste, quand on est en train de le faire, en fait, on oublie qu'on est en train de le faire, et c'est un vrai plaisir. Mais ce que j'ai découvert à travers ce travail-là, c'est que à la fois, toutes ces heures de dessin me faisaient me soustraire à mon corps et à tout ça, mais qui revenaient par les sensations que je pouvais avoir. Quand je suis en train de peindre ce corps qui est face au soleil, je vais parfois avoir cette sensation-là tout en le dessinant. Et c'est quelque chose de nouveau. Parce qu'on est justement dans la création, on est parfois dans la question, ce que vous disiez, l'abandon. Abandonner son corps, abandonner, puis s'abandonner aussi. Et en fait, c'est pas tout à fait ça qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, le fait d'être dans la nature, et je pense beaucoup aux impressionnistes en ce moment, avec cette idée de retourner. Là, les dessins que je vais faire pour Hong Kong, donc j'ai fait tous ces dessins qui sont issus de ce lieu-là. Il y a tout un pendant des autres dessins que j'ai envie de faire, qui sont des dessins où je vais avec mon carnet et où je vais dessiner dans la nature. Et c'est pas la même, hein, d'être dehors, de dessiner dehors et d'être dans l'atelier. On n'est plus du tout en train de parler la même chose. C'est à ce que disait Dulles quand il va peindre sur les Cantos. Il a vu une lumière, il a vu un paysage, il dit « Ah, il faut que j'y aille », mais le temps qu'il déballe son chevalet, qu'il s'installe, ce qu'il regarde n'est plus ce qu'il avait vu. Et donc son job, ça va être de retrouver la sensation qu'il avait, et c'est ça son métier en fait. Ouais. De peindre ce qu'il voit, c'est de retrouver... C'est la sensation.
C'est la sensation et c'est l'émotion. Et c'est ce que j'ai compris à travers cette expérience-là. C'est-à-dire qu'il y a ce que je suis en train de vous raconter, voilà, de cette urgence et de ça. Mais il y a autre chose qui est celle de cette sensation et de cette émotion qui est assez difficile à expliquer, mais qui va me pousser, moi, à continuer à faire ce travail-là et qui va me pousser à continuer à dessiner et à raconter ça. Parce que vous êtes conditionné par votre culture. Ouais. Quand vous allez en Chine, les Chinois sont conditionnés, chinois, c'est pas ça, par le taoïsme. Ouais. Donc, si vous voulez, les Chinois n'ont pas de religion monothéiste. Et c'est le taoïsme. Je ne sais pas comment on peut décrire ça. C'est plus Le chemin. voilà, c'est une façon de vivre, une philosophie. Bon, peut-être un peu pompeux de dire que c'est une philosophie, mais c'est une façon de voir les choses. Et donc, vous avez mis l'élément, quand vous avez été en Chine, ce qui vous a frappé, la façon de, au point de vue chinois, asiatique, chinois, ici en l'occurrence, c'est le vide. Et quand vous regardez une peinture chinoise, les Chinois regardent plus le vide. Ouais. Et ça a percolé au Japon, puisque c'est des anciens Chinois qui ont traversé la mer, il y a des milliers d'années, mais ils ont importé. Et au Japon, eux, ils sont influencés par le bouddhisme, qui est, pour simplifier, l'humilité. Être humble, on peut vivre avec être humble. Être humble, c'est la philosophie de Bouddha. Être humble. Ici est associé au taoïsme, et de ces deux courants est né le shintoïsme, qui est typique uniquement au Japon. Et donc l'élément vide, c'est ça. Ouais. Et c'est ça qui va être très parlant quand vous allez... En fait, c'est choisir. Voilà. Parce que quand vous allez exposer à Hong Kong, votre public de Hong Kong, eux, ils regardent le vide. Ouais. Et comme vous dites, le vide, c'est pas seulement une feuille blanche. Ça, c'est de la lâcheté, de fainéantisme. Mais votre élément, comme vous dites, eux, ce public asiatique, entre autres chinois, ils sont influencés par ce taoïsme. Parce que depuis notre naissance, c'est comme ça. Ouais. Et c'est pour ça que vous mentionnez les impressionnistes. Pourquoi les Asiatiques sont émerveillés par l'impressionnisme? Parce que le problème des Asiatiques, c'est académisme. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Donc, si vous voulez, ici, on est façonné par allez, grosso modo, simplifiant, l'esprit cartésien. Et la base de raisonnement scientifique, c'est la déduction. Et c'est ça qui fait que, on dit que les Asiatiques, les Chinois, pourquoi vous avez une grande avance, et puis tout à coup, pendant 2000 ans, ils ont disparu. Mais parce que eux, ils sont dans l'empirisme. Ils n'ont pas connecté au déductisme, qui est la base du cartésien. Mais ce que vous me dites, ça me fait penser à quelque chose que j'ai expérimenté quand j'étais en Chine. J'ai pas choisi l'enseignement qu'on allait me donner. Je suis arrivé avec mon petit book sur le campus de Xi'an. Et j'ai un prof qui a accepté mon boulot, qui était un prof de la peinture traditionnelle des montagnes. Donc je me suis retrouvé dans les montagnes en Chine avec des étudiants et avec ma vision d'occidental dans les montagnes. Et l'idée, les exercices, c'était de peindre la montagne que j'avais en face de moi. À côté de moi, il y avait les étudiants donc chinois qui peignaient la montagne telle qu'ils ne la voyaient pas. C'est-à-dire, en fait, il y avait toute une reconstruction. On était donc dans le Shaanxi. Et c'était donc des montagnes qui étaient des montagnes assez nues avec très peu de végétation par endroit. Et eux, donc, leur exercice, c'était en fait, il y avait une montagne, disons, fantasmée, avec des arbres, avec des maisons qui n'existaient pas. Et moi, j'étais là et je peignais ce que je voyais. Donc vraiment, cette montagne nue qui m'intéressait, j'essayais d'être dans le mouvement et tout. J'ai eu deux remarques. La première,
et je rejoins ce que vous m'avez dit, c'est pourquoi tu peins pas comme Renoir? Et je leur ai dit, mais parce que Renoir, c'était avant, et donc moi, j'essaye de trouver ma voie. 2 semaines après cette conversation, on était revenu sur le campus à Xi'an, on était parti de la montagne, et il y a des étudiants plus âgés qui viennent me voir, qui me disent, écoute, il y a tel maître qui aimerait te rencontrer. Je dis, c'est super, dis donc, qu'est-ce que j'ai pu faire voilà, de si dingue et tout. Donc on m'emmène donc, dans un lieu magnifique, entre 2 montagnes. C'était un peintre de peinture traditionnelle des animaux et des plantes. On me fait attendre, je rentre, le maître me dit, avant de vouloir peindre la montagne, il faut savoir peindre un rocher. Grosso modo, arrête de faire ce que tu fais. Parce que quand j'allais dans la montagne, je peignais, j'essayais de trouver ma voie, quoi. Et de leur point de vue, c'était une hérésie totale. On était sur une hérésie totale. C'est-à-dire, je ne pouvais pas, à une vingtaine d'années, considérer que je pouvais trouver ma voie. On m'a mis tout de suite dans des exercices de copie, où j'ai dû prouver que j'étais capable de copier donc les maîtres anciens. Et avant de pouvoir faire ou dire quoi que ce soit qui ressemble à un propos qui me corresponde. Tous n'étaient pas comme ça hein, sur le campus, et les choses ont beaucoup évolué depuis. En Chine, ça a énormément évolué. Ça n'a rien à voir. Mais ça, c'était en 2006. On est manichéen, penseur perse. C'est soit noir, soit blanc. C'est ici, comme ça. Non, la vie, c'est gris. Et encore, le curseur gris est très variable. Voilà. Parlez de yin et yang. Regardez le signe que vous voyez. Donc, j'ai vu comme ça, un blanc, noir. Et à l'un de blanc, vous avez un cercle noir. Et l'inverse, noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, la vie, c'est ni noir ni blanc. C'est ça que ça exprime. Et la pensée asiatique, chinoise, dans votre académie, ça ne sert à rien de décrire. Dès que vous voyez une peinture, vous avez remarqué, vous ne pouvez pas voir où se trouvent les nuages, où se trouve la limite de la montagne. Mais c'est comme ça. Mais il ne faut pas croire que les Chinois sont bons, hein, parce que le problème, ils imposent, c'est académiste, donc c'est ça. Et ils n'ont pas cette richesse quand ici en Europe, chacun a sa pensée. Et c'est une philosophie. Vous parlez de Renoir. Vous parlez de Renoir. Pourquoi le maître vous a parlé de Renoir? Ça, c'était les élèves. Les élèves, parce que Renoir, si vous voulez, donc on est à l'anniversaire de 120 ans du salon de contre... Des refusés. Des refusés, voilà. Et en Asie, les artistes, moi, ils sont émerveillés par ça. Pourquoi? Vous avez l'art pompier officiel, grosso modo, hein, où vous devez représenter le truc réalisme un peu pompier, et d'un coup, on fait des tâches. Et je crois le journaliste, le critique, le roi, enfin bon, un petit con du coin de l'époque, mais il dit, c'est là qu'est donné le mot impression, parce que tu dis, ce n'est qu'une impression, c'est pas abouti, etc. Eh bien, les Asiatiques, ils voient la lumière. Ils ne veulent pas voir l'objet de... Et ils voient comme ça Renoir qui peint, je crois c'est l'Olympia, à l'époque c'était sulfureux. Manet. Oui, Ah, mais c'est une impression, on ne voit plus les limites. Et là, les artistes chinois, les élèves, c'est ça qu'ils apprécient. Pour eux, une monnaie, c'est un maître. Ouais. Mais c'est fascinant, en fait. Et c'est lié à la culture qu'on a. Ouais. Et là, ce projet-là donc, est né d'une situation qui est assez particulière. Pourquoi j'expose à Hong Kong spécifiquement ce projet-là? C'est parce que je trouve intéressant justement ces vases communicants. Parler d'un paysage dans un autre paysage, il y a une partie de mon travail que je n'ai pas montré, mais en fait je dessine sur des pierres, sur les pierres de tuffeau qu'il y a ici, qui sont vraiment les pierres de la région.
et je vais les faire rencontrer avec les pierres de la jungle de Hong Kong, où on va essayer de créer en fait une sorte de rencontre entre ces deux paysages. Et le tout est né, le projet est né de translater ce paysage-là ailleurs, d'une situation que mon galeriste vivait à ce moment-là. Mon galeriste était, donc il y avait Covid à Hong Kong, et par malchance, il a eu le Covid. Et il s'est retrouvé pendant, je crois, 3 mois, enfermé, donc dans un hôpital, pour avoir eu de la fièvre pendant une journée. Donc ça a été assez compliqué. Et moi, pendant ce temps-là, j'allais en bord de Loire, j'allais dans les paysages, et magie de FaceTime, et je lui montrais ces paysages-là, en lui disant, tu peux pas sortir, mais moi je t'emmène à voir ce paysage-là. Donc toute cette proposition est née de cette, disons, de ces vases communicants entre un lieu, l'impossibilité de sortir, et un paysage qui vient, disons, soigner quelque chose à un moment donné. Donc c'est ça, en fait, le projet il est né de ça, il a découlé de ça. Ce qui fait que j'ai cette proposition-là. Mais ce qui me fascine maintenant, c'est de me dire, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas comment je vais continuer à documenter ce que je vous ai montré. C'est une étape parmi d'autres. Mais j'ai pas été en Chine par hasard aussi. Parce qu'en fait, j'étais à la base, déjà, il y a aussi cette idée de partir le plus loin possible et vers une sorte d'inconnu. Et il y avait cette idée aussi de essayer de bouleverser mes pratiques. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai été étonnée. Vous dites, vous découvrez la Loire, vous découvrez ces paysages. Vous arrivez là avec ces troncs d'arbres, tout ça, c'est très esthétique, c'est une beauté. Et en fait, vous êtes après témoin d'un changement et que vous comprenez quelque chose et vous parlez de plus en plus de documenter. Ouais. Donc au début, vous ne voulez pas documenter, Pas vous du êtes tout. artiste. Donc là, je voulais voir aujourd'hui, du coup, vous voyez ça comment? Vous sentez une idée de documentation de ce phénomène qui vous Ouais. tombe dessus d'une certaine manière? En fait, je pense Et, qu'on se sent une forme de responsabilité. C'est-à-dire le fait de sentir ce qui est en train de se passer amène à une forme de responsabilité. De se dire, je peux plus... Enfin, il y a deux choses. Il y a l'envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire, c'est-à-dire de raconter son histoire, l'histoire en entier. Non pas de faire une démonstration. C'était pas du tout, mais pas du tout Enfin, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'un artiste, la plupart du temps, en tout cas dans mon cas, il sait absolument pas pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Là, je suis en train de vous dire les choses, mais la vérité, c'est que c'est le cas. Pendant des années, j'ai dessiné, Marie-Laure en a été témoin, mon corps qui se métamorphosait en arbre. J'ai mis 10 ans avant de comprendre pourquoi je faisais ça. Mais donc, le point de départ, c'est vraiment une sorte d'être heurté par ce qu'on voit. Moi, la Loire, j'ai vécu une sorte de dépaysement total. Enfin, ça faisait rire les gens autour de moi parce que franchement, passer de Massy-Palaiseau à Tours, on n'est pas sur, on n'est pas à Honolulu ou à. Mais pour moi, en fait, avec la perception que j'ai du moindre élément de paysage, j'ai mis du temps avant de m'acclimater aux essences d'arbres, à ce qui poussait, à tout ce qu'il y avait autour de moi, à la qualité de l'air, aux nuages. Voilà, je suis comme ça. Donc, le point de départ, c'est ça. Et ensuite, à force de regarder les choses, parce que mon métier, c'est celui aussi de regarder, j'ai vu que ça changeait, et que ça changeait à une vitesse folle. Ça a créé une forme d'urgence chez moi, qu'on a tous, parce qu'en fait, on nous raconte tous ça en permanence. Donc, on a déjà cette urgence en nous. Donc là, en plus, le fait de la vivre et de voir les choses en train... Parce que je ne peux pas vous expliquer concrètement pourquoi j'adore peindre une branche. Je trouve ça magnifique. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est une sorte de... Voilà, je peux tomber en arrêt devant un caillou, voilà, enfin, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est le point de départ. Donc d'un seul coup, tout ça disparaît. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je change de paysage en me disant je vais choisir un paysage où c'est un peu plus pérenne parce que voilà, ou est-ce que je me dis en conscience tout ça s'en va
Et peut-être qu'en fait, j'ai quelque chose, moi, à dire à ce paysage qui s'enfuit, et peut-être aux gens qui verront ces images et qui comprendront peut-être cette démarche-là. Après, je n'impose pas aux gens, je leur dis pas, voilà, vous devez à tout prix comprendre ma démarche, vous devez à tout prix empêcher la montée de l'eau et tout. C'est pas ce que j'essaye de dire. C'est juste, j'essaye de parler à mon niveau, qui est celui de quelqu'un qui regarde les choses. C'est tout.